Je m'appelle Ivy Andrews. J'ai 35 ans, je suis major dans l'Army JAG et je suis rentrée il y a 3 semaines d'un déploiement de 7 mois en Allemagne. La première chose que j'ai faite a été de vérifier le placard pour une boîte en cèdre. Je savais que ma mère ignorerait ma fille la veille de Noël. Je ne savais pas qu'il faudrait une enfant de 8 ans et cette boîte en bois pour la faire crier. Ma fille est Maya. Ellie et moi l'avons ramenée de la famille d'accueil quand elle avait 8 mois. Elle a 8 ans maintenant. Pendant ces 8 années, ma mère l'a appelée en privé, pas vraiment de la famille. Pendant ces 8 années, toute ma famille a gardé le silence. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que mon père, disparu depuis 2 ans et demi, avait passé son dernier été à rédiger quelque chose dont seul moi détenais la clé. Il m'avait dit sur le quai du chalet au bord du lac exactement quand l'utiliser. 43 minutes après que nous nous soyons assis pour le dîner de Noël, ma fille de 8 ans a fait glisser cette boîte en cèdre sur la table et a prononcé la phrase que nous avions répétée. Supprimée entièrement. L'avion a atterri à Minneapolis-Saint-Paul un dimanche après-midi. La piste saupoudrée de neige de novembre. J'avais mon sac de sport et ma valise Pélican, et un dossier que je n'avais pas touché depuis 2 ans et demi. Ellie attendait aux arrivées avec Maya sur ses épaules, tous deux portant des bonnets gris assortis. Elle a glissé le long de son dos et a enroulé ses 2 bras autour de ma taille avant que je ne puisse poser la valise. Elle sentait le shampoing à la pomme et l'intérieur de notre monospace. « Tu es plus lourde » ai-je dit dans ses cheveux. « Tu es plus grande » a-t-elle répondu. Ellie m'a embrassée, a pris le sac de sport et nous sommes sortis dans le froid. Sur le chemin du retour vers Stillwater, Maya a sorti quelque chose de sous sa veste. La plaque d'identité militaire en argent de Walter, celle cabossée de sa tournée au Vietnam. Elle l'a portée sous son sweat à capuche depuis les funérailles. « Je l'ai gardée avec moi », a-t-elle dit. « Je sais mon cœur. » Ellie m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Nous ne l'avons pas dit devant elle. Nous n'en avions pas besoin. Le prochain cycle de vacances était déjà un calendrier sur le mur de la cuisine, et nous avions marqué la veille de Noël en rouge. Dans 3 semaines. À la maison, après que Maya fut couchée, j'ai marché jusqu'au placard du couloir et j'ai ouvert la porte. La boîte en cèdre était posée sur l'étagère supérieure où Ellie l'avait déplacée de notre unité de stockage. L'écriture de Walter sur la petite étiquette en laiton attachée au loquet. Pour Maya, le moment venu. J'ai passé ma main le long de la sangle en cuir. 3 semaines avant la veille de Noël. 3 semaines avant que les documents de la fiducie ne puissent légalement être transférés. J'ai fermé la porte du placard. « Ça va ?» a dit Ellie depuis le couloir. « Oui, nous sommes prêts. » Le message de groupe est arrivé un mardi matin pendant que je préparais des crêpes à Maya. Il venait de ma mère. Objet, dîner de la veille de Noël, apportant des cadeaux. Dîner de Noël chez moi. Il disait « J'apporte des cadeaux pour les enfants. Sophie et Jackson reçoivent quelque chose de spécial. Maya est la bienvenue aussi. Bien sûr. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai relu. Le « bien sûr » était posé au milieu du message comme un caillou tombé dans un verre d'eau propre. Maya a grimpé sur le tabouret de comptoir à côté de moi et l'a lu par-dessus mon épaule. Elle n'a rien dit. Elle a juste posé sa tête contre mon bras. Puis, elle est retournée à ses crêpes. Ellie était à la table à manger, parcourant de vieux emails professionnels. Il a levé les yeux. Quote 8. J'ai tourné le téléphone vers lui. Il a lu le message. Il l'a relu. Puis il s'est levé, a marché jusqu'à son bureau, est revenu avec un épais classeur noir à 3 anneaux et l'a ouvert sur le comptoir de la cuisine. « Dossier numéro 47 », a-t-il dit doucement. Le classeur était organisé par date. Photos, capture d'écran, email imprimé, transcription de messages vocaux. 8 ans de tout cela. Fête après fête, anniversaire après anniversaire, messages vocaux de tante Linda, transfert de Heather. La liste bruyante de cartes de Noël de Patricia avec le nom de Maya, écrit plus petit en bas, comme une pensée après coup. Il a glissé le nouveau texte dans la pochette en plastique suivante.
La horodatée a fermé le classeur. 47, a-t-il répété. Je serai à la maison tout le mois, ai-je dit. Nous avons les documents du chalet. Nous avons la lettre de papa. Nous avons le numéro de son avocat. Nous avons juste besoin qu'elle soit là. Elle sera là. Alors nous aussi. Maya a terminé ses crêpes et a glissé pour nourrir le chien. Après que Maya fut partie à l'école, Ellie et moi, nous sommes assis à la table de la cuisine avec le classeur ouvert entre nous. Je n'avais pas tout vu. La plupart, je l'avais manqué parce que j'étais à l'étranger. Une partie, je l'avais vue au fur et à mesure. La majeure partie, Ellie l'avait absorbée seule. Page 1. Une photographie de la première fête d'anniversaire de Maya. Ellie tenait Maya sur ses genoux. Patricia se tenait en arrière-plan, au centre de l'image, ne regardant ni l'un ni l'autre. Carte cadeau dans sa main pour Sophie. Cote 15. Lisait la note d'Ellie. A dit que ce serait trop déroutant de donner des choses différentes. Page 8. Un courriel de Heather à sa cousine Renée, accidentellement mis en copie à Ellie en 2019. La ligne disait « Ton petit projet », faisant référence à Maya. Le reste du courriel parlait de cupcakes sans gluten. Page 16. Une transcription de message vocal de tante Linda. Pat. Devons-nous inviter l'adopté pour Pâques? Mon dos n'est plus ce qu'il était. Patricia ne l'avait pas corrigé. Patricia avait dit « Juste pour 1 heure, Linda ». Page 23. Une carte de Noël de Patricia. 2021. À l'intérieur de la carte, 3 noms écrits à la main au stylo rouge. Sophie, Jackson et Ivy. Pas de Maya, pas d'Ellie. La carte était adressée à nos petits-enfants bien-aimés. Pages 40 et 1. La capture d'écran du Noël de l'année dernière, lorsque Patricia avait donné à Maya une carte cadeau Starbucks à usage unique. 5 $. Les 2 autres enfants avaient déballé un ensemble Lego et un bracelet à breloques. Je fermais le classeur doucement. Je posais ma main sur la couverture. Walter avait vu tout cela. Je dis « Il l'a vu avant nous. C'est pourquoi nous avons un plan. » Ellie hocha la tête une fois. Il n'eut rien d'autre à dire. Ce dimanche soir-là, je bordais Maya dans son lit. Elle tenait la plaque militaire de Walter dans sa main, la chaîne enroulée 2 fois autour de son petit poignet. « Maman, dit-elle, grand-mère lira-t-elle la lettre de grand-père ce Noël ?» Je m'assis sur le bord de son lit. J'attendais cette question. J'avais répété la réponse avec Ellie une 12aine de fois. Aucune des réponses que j'avais répétées ne semblait juste en regardant son visage. « Nous verrons, ma chérie, dis-je. Peut-être qu'elle le fera, peut-être pas. Et si elle ne le fait pas? Alors je la lirai pour elle à voix haute devant tout le monde. » Maya y réfléchit. La lampe formait de petits triangles jaunes sur sa couverture. « Quoi qu'il en soit, dis-je, tu vas lui donner la boîte. C'est ton rôle. Ton grand-père voulait que tu la lui donnes. Pas moi. Pas papa. Toi. Pourquoi moi? Parce qu'il a dit que tu étais assez courageuse. Et si j'ai peur? Tu peux avoir peur. Tu peux quand même le faire. Être brave, ce n'est pas ne pas avoir peur, mon bébé. Être brave, c'est avoir peur, et quand même avancer. Elle regarda sa plaque militaire. Elle la retourna pour que le bord cabossé soit visible. Grand-père avait peur parfois aussi, n'est-ce pas? Plein de fois. D'accord, dit-elle. Je me penchai. Je lissais les cheveux de son front. Je prononçais la phrase que je lui disais chaque nuit depuis qu'elle avait 3 ans. Elle sourit du petit sourire prudent qu'elle avait depuis qu'elle était toute petite. Elle referma sa main autour de la plaque militaire. Elle se tourna pour faire face au mur. J'éteignis la lampe. Je restai longtemps dans l'embrasure de la porte avant de descendre. Matin de la veille de Noël. La neige commença avant le lever du soleil. À 8 heures, l'allée nécessitait d'être déblayée et le monde extérieur à notre fenêtre ressemblait à ce à quoi les matins de Noël sont censés ressembler sur une carte postale, c'est-à-dire rien de tel que l'intérieur de la maison de ma mère. J'étendis mon uniforme de cérémonie sur le lit. Tenue de service bleu, ruban, bande nominative polie sur le côté droit. Patricia Andrews avait insisté pour une photo en uniforme
pour l'album de famille chaque année depuis que j'étais devenue capitaine. Elle n'en avait jamais exposé aucune. Je ne le lui demandais plus. Je portais l'uniforme quand même parce que Walter l'avait aimé et parce qu'aujourd'hui l'uniforme allait compter. Dans le miroir, je glissais la plaque militaire en argent de Walter à l'intérieur du col. Le bord cabossé reposait chaud contre ma peau. Je fermais le deuxième bouton par-dessus. Maya entra, vêtue de la robe en velours rouge qu'Ellie lui avait faite, avec des collants blancs et de petites Mary Janes noires. Ses cheveux étaient tressés en 2 tresses françaises. Elle portait la vieille montre de Walter à son poignet gauche, réglée à la mauvaise heure exprès parce qu'elle aimait ça. « Cote 36, dit-elle. « Cote 37, dis-je. Ellie se tenait dans l'embrasure de la porte, costume et cravate, un sourire discret. La boîte en cèdre était déjà dans la voiture sous le siège de Maya. Il hocha la tête. Il embrassa le front de Maya. Il embrassa le mien. « Conduis, dit-il. Dîne. Reste calme. » Maya lui donne la boîte quand les desserts sont sur la table. Nous partons quand nous partons. Reçu. Maya, qui avait grandi autour de la cadence militaire, nous fit à tous deux un petit salut. Puis elle descendit pour mettre son manteau toute seule. Stillwater. En décembre, ressemble à une ville que quelqu'un aurait construite exprès pour les cartes Hallmark. Façade en briques, lumière blanche enroulée autour des lampadaires, la rivière gelée sur les bords. La maison de ma mère se trouvait dans une rue latérale, 4 pâtés de maisons après Maine. Une victorienne à 2 étages avec un porche enveloppant qu'elle avait repeinte 3 fois depuis la mort de Walter, chaque fois d'une couleur que Walter avait détestée. L'allée était pleine quand nous nous sommes garés. Le SUV de Heather, le pick-up de David, la vieille Buick de tante Linda, avec le chapelet toujours accroché au rétroviseur. La lumière du porche était allumée. La couronne sur la porte était neuve. En sapin baumier frais, un ruban doré, une clochette en laiton au bas qui sonnait quand la porte s'ouvrait. Ellie se gara derrière la Buick de tante Linda. Je restais assise 1 seconde sur le siège passager. Maya était à l'arrière, tenant la boîte en cèdre sur ses genoux, les 2 mains à plat sur le couvercle. « Ça va ?» dit Ellie. « Ça va. » Nous sommes sortis. Maya portait la boîte en cèdre comme un plat couvert, de la manière dont Walter le lui avait appris. Ellie tint la porte. La clochette sonna quand nous entrâmes. Patricia nous a rencontrés dans le foyer. Elle a d'abord serré Heather dans ses bras, même si Heather était déjà là depuis 2 heures. Elle a embrassé les cheveux de Sophie. Elle a tapoté la tête de Jackson. Elle s'est tournée vers moi et m'a offert un demi-sourire tendu, du genre qui n'atteint pas les yeux. « Ivy, tu as l'air mince. Salut, maman. » Elle a regardé au-delà de Maya. Au-delà d'elle, comme si Maya était un manteau que quelqu'un avait accroché au mauvais crochet. « Oh, elle a dit que tu l'avais amenée, bien sûr. » Maya n'a pas scié. Elle était déjà venue ici. Elle a posé la boîte en cèdre près de ses bottes. « Entrez, nous sommes déjà au biscuit. » La cuisine sentait le beurre et le clou de girofle et la Christmas pavlova que ma mère prépare chaque année parce que tante Linda l'avait complimentée 1 fois en 1996. Sophie et Jackson étaient déjà au comptoir avec des biscuits. Patricia avait disposé 3 petites assiettes avec leur nom. Il n'y avait pas d'assiette pour Maya. Ellie a discrètement pris une 4e assiette dans le placard et l'a posée à côté de la mienne. Il y a mis 2 biscuits. Il a fait un signe de tête à Maya. Elle est montée sur le tabouret entre nous. Je me suis penchée dans l'embrasure de la porte et j'ai fait semblant de regarder les ornements sur la fenêtre de la cuisine. De là, j'entendais Patricia et tante Linda près de la cuisinière. Pat. Tante Linda disait « L'eau, tu n'as pas besoin de faire des manières pour Maya. Elle n'est pas vraiment de la famille, Pat. Tu l'as si bien dit. » Patricia a ri une fois, doucement. Linda, « Eh bien, tu l'as dit. Je ne fais que citer. » Heather est passée avec un plat à gratin. Elle n'a pas réagi. Elle a dû entendre. La cuisine a la taille d'un couloir. La mâchoire d'Ellie s'est contractée. Il ne s'est pas tourné. Il n'a rien dit. Il a pris l'assiette de biscuits et est retourné vers Maya avec
J'ai senti ma poitrine devenir très silencieuse. La façon dont elle devient avant une déposition. J'avais entendu des versions de cette phrase pendant 8 ans, à travers des captures d'écran, à travers le classeur d'Eli, à travers les fêtes d'anniversaire gênantes de Maya. Je ne l'avais jamais entendue de la bouche de Linda en temps réel, avec ma fille à 12 pieds de distance. Maya regardait la neige par la fenêtre. Elle avait entendu. Je pouvais le dire à la petite contraction de sa mâchoire. Elle n'a rien dit. Elle a d'abord mordu son biscuit au pain d'épices par le bord. Elle mangeait toujours les bords en premier. Walter le lui avait appris. J'ai attendu. Nous avions un plan. Patricia nous a appelés à dîner à 18h30. La salle à manger avait été dressée comme Walter le faisait avant de mourir, avant que Patricia ne la repeigne. Chemin de table, vert et or, 12 places, bougies allumées dans les chandeliers que Walter avait tournés sur son tour en 1987. Patricia avait placé Sophie à sa droite et Jackson à sa gauche. Tante Linda, de l'autre côté de Sophie, Heather et David en face d'eux. Il y avait 2 chaises vides à l'extrémité près du mur et une chaise pliante à la table de jeu pour enfants dans le coin où ma mère avait disposé une assiette en carton de Père Noël et une brique de jus. Maya a regardé la table de jeu. Puis, elle m'a regardé. Eli était déjà en mouvement. Il a pris la chaise pliante du coin, l'a traversé la pièce, l'a posée entre sa place et la mienne. Il a pris l'assiette en carton et la brique de jus et les a aussi apportées. Il les a posées à la nouvelle place. Il a poussé la chaise pour Maya. Il a tenu son coude doucement. « Côte 44, a-t-il dit. Sa voix était chaleureuse, professionnelle, comme il parle aux employés des permis. Côte 45. Les lèvres de Patricia se sont pincées. Les sourcils de tante Linda se sont levés. Heather a fixé son vin. Patricia a ouvert la bouche. Puis, elle l'a refermée. Puis elle a dit gaiement. Bien sûr. Plus de place pour la pavlova. Heather, ma chère. Les petits pains. Maya s'est assise entre nous. Eli a déplié sa serviette sur ses genoux. La boîte en cèdre est allée sous sa chaise. Ses bottes ont touché la sangle en cuir. Elle n'a pas levé les yeux. Elle a pris son verre d'eau à 2 mains. Les bougies brûlaient régulièrement. Le feu, dans le poêle à bois, crépitait. Le dîner a commencé. Le dîner s'est déroulé comme il se déroulait toujours. Tante Linda a raconté la même histoire sur la tempête de verglas de 1987. David a posé à David des questions sur les éliminatoires. Heather m'a posé 3 questions polies sur l'Allemagne, aucune d'elles concernant Maya. Patricia a complimenté son propre brisket 2 fois. Maya a mangé. Elle ne parlait que si on lui posait une question. Elle a bu son eau par petites gorgées. Elle a gardé un pied sur la boîte en cèdre sous sa chaise, comme je le lui avais appris, afin qu'elle puisse la sentir tout le temps. Une fois les plats débarrassés, mais avant que le dessert n'arrive, Patricia a annoncé « Côte 87 ». Elle les avait emballés elle-même dans du papier doré assorti avec un ruban rouge. Il y en avait 2 grands sous l'arbre et un petit plat sur la table d'appoint. Elle a apporté les grands en premier. Elle a tendu à Sophie un rectangle plat de 2 livres, le poids indubitable d'une tablette. Pour ma fille intelligente, ouvre-le. Sophie a déchiré le papier. iPad Pro. Le nouveau, 1200 $ au détail. Sophie a fait le son que font les enfants de 10 ans. Elle l'a tenu au-dessus de sa tête. David a applaudi 2 fois. Patricia a tendu à Jackson une boîte carrée. Et pour mon petit ingénieur. Jackson l'a ouvert. Nintendo Switch OLED. Il a crié. Sophie a crié. Heather a ri. Patricia est retournée à la table d'appoint. Elle a pris la petite enveloppe plate. Elle s'est dirigée vers l'endroit où Maya était assise entre Eli et moi. Elle tendit à Maya l'enveloppe à 2 mains, comme une petite cérémonie. « Tiens, ma chérie. Joyeux Noël. » Maya l'ouvrit. Une carte de Noël de pharmacie, un bonhomme de neige imprimé. Pas d'argent à l'intérieur. Pas de mots, juste la carte. Sophie leva les yeux de son iPad. « Maman, où est l'iPad de Ma ?» Patricia rapidement. « Sophie, chut. Nous avons des règles. » Les règles n'avaient jamais été écrites.
Les règles n'avaient jamais été expliquées à personne d'autre qu'aux 4 adultes dans la pièce, qui les avaient approuvées d'un signe de tête depuis 2017. Patricia retourna vers l'arbre. Elle revint avec une petite boîte à bagues en velours. Elle s'agenouilla à côté de la chaise de Sophie. Elle ouvrit la boîte. Elle la tendit pour que la table puisse voir une chaîne en or, un pendentif en forme de cœur, une lettre gravée sur le devant. S. Antique. Magnifique. Ma grand-mère Jones, celle que Patricia avait gardée dans un coffre-fort pendant 19 ans. C'était grand-mère Jones, ma chérie, dit Patricia. Pour ma vraie petite fille. Le mot vrai atterrit sur la nappe comme une pièce de monnaie. Sophie cligna des yeux. Elle savait que ce mot comptait. Elle ne savait pas vraiment comment. Elle laissa Patricia attacher la chaîne autour de son cou. Elle toucha le pendentif. Tante Linda hocha la tête d'un air approbateur. Joanne l'aurait voulu. Joanne tenait beaucoup aux objets de famille. Maya regarda ses mains sur ses genoux. Les jointures d'Élie blanchirent sur sa serviette. Je gardais mon visage très immobile. Je l'avais pratiqué devant les miroirs depuis que j'avais 7 ans. Je sentis la plaque militaire contre ma clavicule sous mon uniforme de service. Je me concentrais sur la sensation du bord cabossé contre ma peau. Je respirais une fois lentement, de la manière dont on m'avait appris à l'OCS à respirer avant un appel difficile. David toussa. Il regarda son vin. Il ne dit rien. Il ne le faisait jamais. Patricia se leva satisfaite et retourna vers l'arbre. « Encore un, dit-elle. Maya dit très doucement. « Maman, puis-je être excusée pour aller aux toilettes ?» Je dis « Oui, ma puce, reviens tout de suite. » Elle glissa de sa chaise. Elle laissa la boîte en cèdre sous la chaise. Pendant que Maya était aux toilettes, Patricia sortit le dernier cadeau, une petite enveloppe blanche. Elle la tendit à Jackson. « Pour tes économies, mon petit malin, » dit-elle. De la part de grand-mère et de tante Linda. Jackson l'ouvrit. Jackson dit « Il regarda l'argent. » Il regarda sa mère. Heather sourit largement. Dit « Merci, Jack. Merci, grand-mère. Merci, tante Linda. » Tante Linda rit. « Ne dépense pas tout en bonbons. Il le dépensera en Pokémon, dit David. » C'était le plus que David avait dit de toute la soirée. Le feu dans le poêle à bois crépita. Une bûche bougea. La pièce sentait la fumée de cèdre et le sucre roux brûlé de la cuisine. Heather se versa un autre verre de vin. Patricia s'en versa un aussi. Elle trinquait une fois. « Le sang passe avant tout, » dit tante Linda. « À personne en particulier. À tout le monde en particulier. C'est comme ça. » Maya revint des toilettes. Puis, elle marcha tranquillement. Elle se réinstalla sur sa chaise entre Ellie et moi. Elle posa sa main sur ses genoux. Elle regarda les biscuits dans son assiette. Patricia ne lui tendit pas une autre enveloppe. Ellie tendit la main sous la table et serra mon genou une fois. Ferme, long, ne bouge pas encore, ne réagis pas. Pas encore. Je ne réagis pas. Je pris mon verre d'eau, je pris une gorgée, je le reposai. Je coupais un morceau de poitrine de bœuf que je n'allais pas manger. Je le déplaçais dans mon assiette. Maya me regarda. Elle regarda Ellie. Elle regarda la boîte en cèdre sous sa chaise. Puis, elle regarda le dessert qui n'était pas encore sur la table. « Maman, » dit-elle doucement, « est-ce bientôt l'heure ?» Je dis « Bientôt. » Sophie touchait toujours son pendentif en or. Elle tournait le S avec son pouce. C'était une enfant pensive. J'avais toujours aimé Sophie. Sophie ne connaissait aucune des règles non plus, ce qui était en partie la raison pour laquelle j'avais toujours aimé Sophie. « Maman, dit-elle, Maya n'en a pas eu. Pourquoi Maya n'en a-t-elle pas eu ?»« Heather, Sophie, mange ta tarte. Mais c'est notre cousine. Elle est adoptée. » Sophie, mange ta tarte. Le mot « adopté » sortit de la bouche d'Heather comme un juron, comme une petite tache de graisse sur une nappe propre, comme si elle transmettait un fait à propos d'une étrangère. Je regardais Maya. Maya ne leva pas les yeux. Maya regarda la bougie devant elle. La flamme pencha un peu vers la gauche, puis vers la droite, puis se stabilisa. David toussa de nouveau. Il but de sa bière.
Il ne regarda pas sa femme. Patricia ferma les yeux un instant. Juste un instant. Je le remarquais. Elle les rouvrit et porta son verre de vin à ses lèvres. Sophie ne mangea pas sa tarte. Elle posa sa fourchette. « Ce n'est pas ce que sont les cousins, » dit Sophie. Heather dit « Cote 58, cote 59, Sophie. » Sophie se tourna pour regarder Maya. « Cote 60. » Maya leva les yeux. Elle esquissa le petit sourire prudent. « Cote 61. » « Ce n'est pas bon, » dit Sophie. Elle le dit à son assiette. La pièce devint très silencieuse. Je sentis la main d'Élie se serrer une fois sur mon genou. Tiens bon. Nous y étions presque. Le dessert allait arriver. Encore 3 minutes. Je repris mon verre d'eau, je pris une gorgée. Je regardais ma fille. Elle était prête. Pendant que Heather réprimandait Sophie et que Patricia faisait semblant de ne pas entendre, mon esprit s'est envolé là où il allait toujours dans des moments pareils. Vers le quai de la cabane au bord du lac, l'été 2023. Le dernier été où mon père était en vie. Bien qu'aucun de nous ne le sût alors. Walter le savait. Walter le savait avant nous tous. C'était un mardi fin juillet. Ellie et Maya étaient dans la cabane, préparant des crêpes aux myrtilles. J'étais sur le quai avec mon père. Il portait sa chemise de travail bleue, les manches retroussées au-delà des coudes. Ses avant-bras étaient bronzés, comme seuls les avant-bras des charpentiers le sont. Il me tendit une chemise cartonnée de couleur manille. La chemise portait une petite étiquette écrite de sa main. Holland's Family Trust irrévocable. Qu'est-ce que c'est, papa? C'est une fiducie privée. J'ai demandé à George Will de la rédiger. C'est un avocat spécialisé en succession de dux. Ta mère ne le connaît pas. Il est à moi. Papa, pourquoi? Il regarda le lac. Il laissa filer un peu sa ligne de pêche. Il plissa les yeux vers les pilotis du quai. Ivy, je ne ferai plus beaucoup d'été. Mon cœur défaille. Le médecin a dit congestive. Je ne l'ai pas dit à ta mère. Je ne le ferai pas. Elle en ferait une affaire personnelle. Papa, ne dis pas ça. Je vois ce que ta mère fait à Maya. J'ai des yeux. J'ai 8 ans d'yeux. Le jour où tu as ramené Maya à la maison, ta mère a dit dans cette cuisine, et je l'ai entendu, que Maya n'était pas sa vraie petite fille. Je ne l'ai jamais oubliée. Je n'ai jamais rien oublié de ce qu'elle a dit à propos de cette petite fille. Je tenais la chemise sur mes genoux. Je ne l'ai pas ouverte. La cabane du lac est maintenant dans la fiducie. La bénéficiaire de la fiducie est Maya Rose Andrews. Il y a un compte séparé à la Park State Bank. Environ 80 000 $ en obligations d'épargne, plus le produit de la vente de mes outils d'atelier. Cela devient effectif quand Maya aura 8 ans. Papa, Ivy, écoute. Elle est ma petite fille dans tous les sens qui comptent. Je ne la laisserai pas être laissée les mains vides par ta mère. Cela n'arrivera pas. Pas de mon vivant, et pas après ma mort. Il me tendit la deuxième enveloppe, en papier crème, son écriture scellée d'un cachet de cire qu'il avait fabriqué lui-même dans son atelier à partir d'une bougie fondue et d'un bouton en laiton, à ouvrir par Patricia devant la famille. Quand Maya sera prête, y lisait-on. J'ai construit la boîte hier. En cèdre, elle est dans l'atelier. Maya m'a aidé à poncer le couvercle. Elle ne sait pas ce qu'il y a dedans. Elle sait que c'est à elle. Je suis revenue à la table du dîner. Les bougies, la carte Hallmark vide, la main de ma fille sur son verre d'eau. Je savais exactement ce que j'allais faire. Je veux faire une pause ici un instant. Je suis assise à une table de salle à manger où ma mère vient de tendre à ma fille une carte de Noël vide, tandis que ma nièce tient un iPad à 1 000 $. Et je suis sur le point de vous raconter ce qui s'est passé au cours des 43 prochaines minutes, car c'est le temps qu'il a fallu à ma fille de 8 ans pour faire glisser une boîte en cèdre sur cette table. Si vous vous êtes assis à une table comme celle-ci, laissez le mot « témoin » dans les commentaires. Je lis tout le monde. Je me suis excusée de la table. Je me suis agenouillée près de la chaise de Maya. J'ai posé ma main sur la sienne, sur ses genoux. Je te vois, Maya. Tu sais quoi faire. Elle a hoché la tête. Elle a gardé sa voix basse. Quand le dessert sera sur la table, maman. Quand le dessert sera sur la table. Tu liras la lettre de papy si mamie ne le fait pas. Je lirai la lettre de papy si mamie ne le fait pas. D'accord. J'ai touché sa tresse.
Je me suis levée. Je suis retournée à ma place. Patricia me regardait avec le visage plat et poli qu'elle arbore quand elle n'approuve pas quelque chose, mais ne veut pas encore faire de scène. « Tout va bien, Ivy ?»« Tout va bien, maman. Tu l'as gâtée. Tu sais, là-bas avec tous ces voyages, cette vie militaire, elle ne tient même pas en place. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris mon verre d'eau. Maya a tendu la main sous sa chaise. Elle a posé sa petite main sur la sangle en cuir de la boîte en cèdre. Elle a laissé sa main là. Elle n'a pas soulevé la boîte. Elle a juste tenu la sangle, comme on tient la laisse d'un chien avant de se lever pour le promener. La sangle en cuir était éraflée près de la boucle où Walter avait accroché la boîte à sa ceinture pour la transporter de l'atelier au porche. Maya connaissait cette éraflure. Elle s'était assise sur ses genoux dans l'atelier le jour où il avait poncé le couvercle. Elle lui avait demandé ce qu'il y avait dedans. Il avait dit « Cote 64 ». Elle avait demandé « Cote 65 ». Il avait dit « Cote 66 ». Heather a apporté la tarte aux pommes de la cuisine sur un plat à gâteau en verre. Elle l'a posée au milieu de la table avec 2 pelles à tarte et une petite cruche de crème. Tante Linda a coupé la première part pour Patricia. Patricia l'a repoussée d'un geste et s'est levée. Elle a tapoté son verre de vin avec un couteau à beurre. La pièce s'est tue. « Je veux juste dire quelque chose », a dit Patricia, « avant que nous ne nous attaquions à la tarte. » Elle a regardé autour de la table. Elle a souri à Sophie. Elle a souri à Jackson. Elle a souri vaguement au-delà de Maya. « La famille est tout », a-t-elle dit. Walter, que son âme repose en paix, le disait tout le temps. La famille, c'est le sang. C'est ce qu'il disait. Sophie, Jackson, vous êtes mon cœur. Vous le serez toujours. Et nous ne faisons pas les choses à moitié dans cette famille. Nous donnons ce que nous pouvons. Nous donnons aux enfants que nous avons. David se déplaça sur sa chaise. Il regarda son assiette. Les yeux des Heather brillaient un peu trop à cause du vin. Je posai ma main sur celle de Maya. Elle me laissa faire. Ellie tendit silencieusement la main vers son téléphone, ouvrit l'application de mémo vocal et appuya sur enregistrer. Il posa le téléphone sur la table entre lui et moi, face cachée, le microphone tourné vers Patricia. Il m'avait dit qu'il allait faire cela. Je lui avais dit de le faire. Walter disait toujours que la famille, c'était le sang, répéta Patricia. J'y pense beaucoup. J'y pense chaque Noël. Elle leva son verre. Aux enfants, dit-elle. Heather leva son verre. Tante Linda leva son verre. David leva le sien. Je ne levai pas le mien. Ellie ne leva pas le sien. Maya ne leva pas son verre d'eau. Elle regarda ses mains. Patricia but. Patricia s'assit. Elle semblait satisfaite d'elle-même. Elle fit passer la tarte. Heather servit Sophie. Tante Linda servit Jackson. Heather servit David. David servit Heather. Patricia se servit. Personne ne servit Maya. Ellie se leva discrètement, prit une assiette propre sur le buffet derrière nous, coupa lui-même une part pour Maya et la posa devant elle. Il ajouta une petite cuillerée de crème par-dessus parce qu'elle aimait la crème. Il fit tout cela sans dire un seul mot. Patricia le regarda. Elle ne dit rien non plus. « Et en parlant de famille ?» dit Patricia en prenant son verre de vin. « Heather, ma chérie, j'ai pensé à la cabane du lac pour l'été prochain. L'Airbnb a été une si jolie petite affaire. Je pense que nous devrions réparer le quai cette année. Peut-être installer une moustiquaire sur le porche. Les avis ne cessent de mentionner les moustiques. » Heather s'anima. « Oh, maman, c'est une excellente idée. Nous pourrions le faire le week-end du Memorial Day. »« Peut-être, » dit Patricia. « Nous avons fait environ 4 000 $ l'août dernier. Imagine ce qu'un Porsche avec moustiquaire ferait. » La main d'Ellie sous la table retrouva mon genou. Il serra. Il ne me regarda pas. Patricia, avec une indifférence apparente, disait à tout le monde à table qu'elle avait transformé la cabane du lac de mon père en propriété locative. Elle ne savait pas. Ne pouvait pas savoir que la cabane n'était plus à elle à louer depuis 2 ans et demi. Elle monétisait quelque chose qu'elle ne possédait pas.
Elle le monétisait devant l'enfant de 8 ans qui en était propriétaire. Ellie me regarda. Je regardai Maya. Maya regarda la boîte en cèdre. La tarte était sur la table. C'était le moment. Je fis à Maya le plus petit des hochements de tête. Elle posa sa fourchette. Elle s'essuya la bouche avec sa serviette, comme Ellie le lui avait appris. Elle plia la serviette une fois, la posa à côté de son assiette. Elle glissa de la chaise pliante. Elle tendit la main en dessous et souleva la boîte en cèdre à 2 mains. C'était plus lourd qu'elle n'en avait l'habitude. Elle la tint contre sa poitrine. La sangle en cuir pendait. Elle marcha. Elle fit le long tour de la table à manger, passant devant Heather, devant David, devant tante Linda. Le parquet craqua sous ses Mary Janes. Heather leva les yeux. La fourchette d'Heather s'arrêta en l'air. « Maya, » dit Heather. « Quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu fais ?» Maya ne répondit pas. Elle passa devant Heather. Elle passa devant tante Linda. Elle s'arrêta au bout de la table où Patricia était assise avec son vin, sa tarte et son sourire satisfait. Elle posa la boîte en cèdre sur la table devant Patricia. Elle la fit glisser les 6 derniers sepousses vers l'avant à 2 mains jusqu'à ce que le bord avant de la boîte touche le bord de l'assiette de Patricia. Elle garda ses mains sur la boîte un instant. Puis, elle lâcha. Elle mit ses mains le long de son corps, comme Walter le lui avait appris, pour se tenir au garde-à-vous. Elle releva un peu le menton. La pièce était très silencieuse. Le feu crépita une fois dans le poêle à bois. Les bougies vacillèrent. Maya dit d'une voix petite mais claire, « Grand-mère, maman m'a dit de te donner ça, si jamais tu m'ignorais encore. » Patricia fixa la boîte. Puis elle fixa Maya. Puis elle me fixa. Tante Linda eut un petit rire surpris. « Oh, est-ce une sorte de jeu ?» Ce n'était pas un jeu. La voix de Patricia était très faible. « Qu'est-ce que c'est ?» Maya ne lui répondit pas. Elle avait dit sa réplique. On lui avait dit de ne rien dire d'autre. Elle avait pratiqué cela avec nous pendant 3 semaines. Elle se tenait au garde-à-vous à côté du bout de la table, le menton relevé, les mains le long de son corps. Tante Linda rit de nouveau, mais le rire s'éteignit sur les bords. « Qu'est-ce que Pat? Qu'est-ce que l'enfant fait? Est-ce que c'était répété ?» Heather dit « Maman, qu'est-ce que c'est ?» David dit « Pat, qu'est-ce que c'est ?» Sophie posa son iPad face cachée sur sa serviette et se pencha en avant. Jackson ne leva pas les yeux. Patricia ne bougea pas ses mains. Elle regarda la boîte en cèdre. Elle regarda l'étiquette en laiton attachée au loquet. L'étiquette disait « Pour Maya, le moment venu ». Elle reconnut l'étiquette en laiton. Elle reconnut l'écriture de Walter dessus. Je la regardais la reconnaître. Je la regardais perdre ses couleurs. « Ivy ?» dit-elle très bas. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est pour toi, maman, » dis-je de la part de Maya. « Ouvre-la, Ivy. Ouvre-la, Patricia. » Je ne l'appelais pas maman cette fois-là. Je ne l'appelais pas maman à partir de ce moment-là, dans cette pièce, pour le reste de la nuit. Elle posa sa main sur le loquet. Sa main tremblait très légèrement. Le loquet en laiton fit un petit bruit sec. « Pat. » Tante Linda dit « Pat, tu n'as pas à ouvrir ceci. »« Quoi que ce soit, Linda, dis-je. Tais-toi. » Linda me regarda. Je n'avais jamais utilisé ce ton avec elle. Je soutins son regard comme on soutient celui d'un témoin lors d'un contre-interrogatoire. Elle ferma la bouche. Patricia ouvrit le loquet. Le couvercle grinça. L'odeur de cèdre s'éleva de la boîte. Walter l'avait verni 3 fois avec l'huile de lin qu'il gardait dans son atelier, et l'odeur était reconnaissable entre toutes. Et Patricia la reconnut. Je vis la reconnaissance traverser son visage. À l'intérieur de la boîte, bien rangée, se trouvaient 3 choses. Au-dessus, une chemise manille étiquetée de l'écriture de Walter. Holland's Family Trust. Irrévocable. Exécuté le 14 juin 2023. En dessous, une deuxième chemise manille étiquetée « Bénéficiaire Maya Rose Andrews ». En dessous, une enveloppe crème scellée avec un petit seau de cire que Walter avait fait lui-même
à partir d'un bouton en laiton. Et par-dessus tout, appuyée contre l'intérieur du couvercle, une photographie 4x6. Walter bronzé, dans sa chemise de travail bleue, aux manches retroussées. Il était assis sur le quai de la cabane au bord du lac. Maya avait 2 ans. Elle était assise sur ses genoux. Ils souriaient tous les deux. Maya avait sa main sur sa barbe. Patricia vit la photographie en premier. Elle fit un petit bruit. Pas un mot. Une petite inspiration. Elle tendit la main vers la photographie et s'arrêta. Elle ne la prit pas. Sa main plana au-dessus. « Walter », dit-elle comme une question. « Oui », dis-je. Elle me regarda. Un instant, son visage ne fut pas en colère. Un instant, son visage fut autre chose. Perplexe, peut-être reconnaissant, peut-être. Puis son visage se durcit de nouveau. Elle prit la première chemise manille. Elle l'ouvrit. Le document de fiducie comptait 18 pages. Elle lut la première page. Elle lut la deuxième page. Elle arriva à la page qui listait la cabane au bord du lac, sous l'entête « Propriété » de la fiducie. Elle inspira brusquement. Elle n'expira pas. « Ce n'est pas réel », dit Patricia. « C'est réel, maman. Ce n'est pas légal. C'est légal. C'est Ivy. C'est une sorte de blague. Une sorte de Walter n'aurait jamais. Il l'a fait. Maman, regarde la signature. » Elle regarda la signature sur la page 18. Elle regarda le tampon de notarisation de George Whelan. Elle regarda la date. Elle regarda les signatures des témoins. La parajuriste de Whelan et l'ancien chef d'atelier de Walter ont tous deux notarié. Elle porta sa main à sa bouche. Il ne me l'a pas dit. Non, il ne l'a pas fait. Elle tourna la page. Elle vit le transfert de propriété. Cabane au bord du lac, 360 acres, Pine County, transféré au Hollins Family Trust le 14 juin 2023. Bénéficiaire: Maya Rose Andrews, fiduciaire jusqu'à 25 ans. Ivy Andrews. Elle tourna la page de nouveau. La comptabilité de la fiducie, une liste d'actifs. Valeur totale de la fiducie au dernier audit, 58 400 $. Tu savais cela depuis tout ce temps? Oui. Tu savais cela quand je louais la cabane? Oui, maman. Tu savais cela quand je le savais sur le quai l'été où il m'a donné le dossier il y a 2 ans et demi. Elle posa le dossier de fiducie. Elle prit le second. Elle ne l'ouvrit pas encore. Elle prit l'enveloppe crème. Elle regarda le seau de cire. À ouvrir par Patricia devant la famille quand Maya sera prête. Elle lut à voix haute d'une voix très monocorde. Tante Linda murmura « Pat, ne fais pas ça ». Patricia regarda sa sœur. Puis elle regarda l'enveloppe. Puis elle me regarda. Ses mains tremblaient maintenant. Elle brisa le seau de cire. Elle déplia la lettre. L'écriture de Walter remplissait toute la page, recto et verso. Patricia lut silencieusement. Ses lèvres bougèrent un peu. Ses yeux parcoururent la page. Son visage devint blanc. Pas pâle, blanc. Elle referma la lettre. Elle la remit dans l'enveloppe. Elle posa l'enveloppe sur la table. « Je ne peux pas lire ceci à voix haute, » dit-elle. « Lis-le, maman. Ivy, lis-le à voix haute à la famille. Ivy, s'il te plaît. Lis-le, maman. Il l'a écrit pour que tu le lises à voix haute. » Patricia pleurait maintenant. Pas les pleurs démonstratifs qu'elle faisait aux enterrements. Des pleurs silencieux, étouffés, honteux. Elle porta sa main à ses yeux. Je me levai. Je fis le tour de la table. Je m'arrêtai à son épaule. Je pris l'enveloppe doucement de sa main. Je ne regardais pas son visage. Je dépliai la lettre de mon père. Je regardais son écriture. Le diaxié bouclé, l'inclinaison, le T étroit. Je n'avais pas lu cette lettre auparavant. Il m'avait dit ce qu'elle contenait. Il ne m'avait pas laissé la lire. Je la lus de ma voix d'officier J.A.G. Même la voix mesurée que j'utilisais pour les mémos judiciaires. Patricia, j'écris ceci en juillet 2023, l'été où j'ai appris que mon cœur défaillait. Je sais depuis 40 ans que tu mesures les gens avec le mauvais étalon. Tu les mesures par le sang, par le nom, par le fait qu'ils aient écouté ou non ta mère en 1968.
Tu ne les mesures pas par ce qu'ils font, qui ils aiment, comment ils se manifestent. Je t'ai pardonné beaucoup de choses au cours de 40 ans de mariage. Je t'ai pardonné la façon dont tu as traité notre fille Ivy quand elle s'est engagée. Je t'ai pardonné la façon dont tu as traité le premier mari de ta sœur, Linda. Je t'ai pardonné la façon dont tu as traité ma mère. Je fis une pause. La pièce était complètement silencieuse. Je continuais à lire. Je ne peux pas te pardonner pour notre petite fille Maya, dis-je, gardant ma voix stable. J'avais lu des choses pires à voix haute dans des lieux plus hostiles. Du jour où Ivy et Ellie l'ont portée dans notre maison, tu as décidé qu'elle n'était pas la tienne. Je t'ai vu le décider. Je t'ai vu le décider dans notre cuisine, le dos tourné, quand tu pensais que je ne pouvais pas entendre. Tu as dit qu'elle n'était pas vraiment de la famille. Je ne l'ai jamais oubliée. Je n'ai jamais rien oublié de ce que tu as dit à propos de cette petite fille. Tante Lynn porta une main à sa bouche. Tu l'as ignorée à son premier anniversaire. Tu l'as ignorée à son baptême. Tu as envoyé à Sophie un bon d'épargne et à Maya un livre de coloriage. Tu as dit à ma belle-sœur Dorine lors d'un barbecue en 2019 que tu la tolérais. Je t'ai entendu. J'étais de l'autre côté de la clôture avec les chiens. David baissa sa bière. J'écris ceci, lus-je, parce que je ne pense pas que tu vas changer. J'ai passé 2 ans à espérer. J'ai passé 2 ans à te montrer des photographies d'elle sur mon téléphone, en espérant. Je ne crois pas que mon espoir me survivra. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire en 2017. J'ai placé le chalet au bord du lac dans une fiducie pour Maya. J'ai placé mes bons de retraite dans la fiducie pour Maya. J'ai placé le produit de la vente de mes outils d'atelier dans la fiducie pour Maya. La fiducie est irrévocable. Elle ne peut être annulée. Tu ne peux pas la contester en justice. George Whelan s'en est assuré. Je tournai la page. Elle est ma petite fille dans tous les sens qui comptent. Je laissai la phrase planer dans l'air. Si tu lis ceci, Patricia, alors tu as de nouveau déçu Maya. Tu l'as ignorée un jour qui compte. Alors maintenant, elle a une maison que tu ne peux pas lui enlever. Et ce n'est pas la maison que tu comptes monétiser. Signe les documents d'audit. Rembourse la fiducie. Regarde l'enfant que tu as refusé de voir. Gauthier. Je pliai la lettre. Je la posai délicatement sur la table, à côté de la boîte en cèdre. Supprimée entièrement. Patricia ne dit rien pendant un long moment. Sa main était toujours sur ses yeux. Tante Lynn fut la première à parler. « Pat, Pat, ma chérie. » Il ne voulait pas dire. « Il le pensait, Lynn, dis-je. Il m'a dit chaque mot. Il me l'a dit sur le quai. Il m'a dit ce qu'il allait écrire avant de l'écrire. » Patricia retira sa main de son visage. Elle prit le dossier de la fiducie. Elle tourna à la page de l'acte de propriété. Elle regarda le transfert du chalet. Elle tourna à la clause d'audit. Elle la lut. La clause d'audit exigeait que le fiduciaire récupère tous les revenus générés par la propriété de la fiducie depuis que la propriété était entrée dans la fiducie, soit depuis le 14 juin 2023. Le chalet avait été loué comme propriété de vacances à partir de cet automne-là. Patricia avait perçu les loyers. Patricia avait perçu, comme je l'avais calculé 3 mois auparavant avec mon conseiller financier de l'armée, environ 96 000 $ de revenus locatifs sur environ 80 semaines. Avec les 7% d'intérêt, le montant de l'audit s'élevait à environ 103 000 $. Elle lut la clause d'audit 2 fois. Elle referma le dossier. Elle se leva si vite que la chaise recula en raclant le sol et heurta le mur. Son verre de vin était dans sa main. Elle ne semblait pas s'en souvenir, mais sa prise se resserra. Le verre se fendit. Le son fut faible, mais tout le monde l'entendit. Une goutte de vin coula le long de son poignet. Il lui a donné le chalet. Puis elle fit ce bruit. Ce n'était pas un mot, ce n'était pas un pleur. C'était un petit cri sans parole, aigu, unique, le son que fait un animal quand il fait un faux pas. « Il lui a donné le chalet ?» dit-elle de nouveau, plus fort, presque un cri. « Il a donné le chalet à... » Ah ! Elle ne termina pas la phrase. Tante Lynn était debout, les mains s'agitant. « Pat,
Pat, ça va aller. Nous allons trouver une solution. Il doit y avoir un moyen de... Pat, ça va. Elle n'est pas vraiment de la famille. Pat, tu l'as si bien dit. Tu l'as si bien dit. Nous allons prendre un avocat. La phrase tomba dans la pièce comme une pièce tombant dans un verre d'eau silencieux pour la deuxième fois cette nuit-là. Mais cette fois, la pièce était différente. Cette fois, la pièce était attentive. Sophie couvrit sa bouche de ses deux mains. David se tourna pour regarder sa femme. Son visage était celui d'un homme qui venait de réaliser qu'il s'était trompé de dîner pendant 10 ans. Hélène ne regarda personne. Patricia se tourna lentement vers sa sœur. « Lynn, Pat, je dis juste... »« Lynn, tais-toi. » La bouche de tante Lynn resta ouverte. Patricia ne lui avait jamais parlé de cette manière de mémoire de personne. Elle ferma la bouche. Elle s'assit. Elle ne ramassa pas son verre de vin. Je ne souris pas. Je n'en avais pas besoin. Je regardais Maya. Maya était toujours au garde-à-vous à côté de la chaise de Patricia, les mains le long du corps, le menton levé. Elle n'avait pas bougé pendant toute la lecture de la lettre. Elle n'avait pas tressailli au cri. Elle n'avait pas tressailli à la phrase de tante Lynn. Je regardais ma fille et je ressentis quelque chose que mon père voulait probablement que je ressente. « Maya, mon cœur, » dis-je doucement. « Viens t'asseoir près de moi. » Maya fit le long chemin pour contourner la table. Le parquet craqua sous ses chaussures Mary Jane. Tante Lynn ne la regardait pas. Patricia ne la regardait pas. Hélène la regarda marcher à chaque pas. Hélène observa Maya tout le long du tour de la table. 8 ans de dîner de Noël. 8 ans à couper la part de tarte de sa propre fille et non celle de Maya. 8 ans à acquiescer à sa mère. Le visage d'Hélène fit quelque chose que je n'avais pas vu sur son visage depuis très longtemps. Il se froissa juste au coin, juste une seconde. Sa bouche s'agita silencieusement. Elle regarda sa fille Sophie. Sophie la regardait. La main de Sophie était toujours sur sa bouche. Elle regarda Maya. Elle la regarda vraiment. Maya la regarda en retour. Maya esquissa le même petit sourire prudent et poli qu'elle avait eu lorsque Patricia lui avait tendu la carte vide. Hélène ne s'excusa pas. Hélène ne dit pas un mot. Hélène se contenta de regarder, puis baissa les yeux vers sa tarte. Le moment se referma. Maya s'assit entre Ellie et moi. Ellie posa sa main sur son épaule. Maya posa sa main sur la sienne. J'attendis. J'attendis que Patricia me regarde à nouveau. J'attendis que Lynn ait cessé de déchirer sa serviette. J'attendis que David regarde la table et non sa femme. J'attendis que la main de Sophie soit descendue de sa bouche. Le feu crépitait dans le poêle à bois. Les bougies brûlaient. Dehors, la neige s'était intensifiée. Je pouvais voir les flocons blancs dériver devant la fenêtre de la salle à manger, comme du bruit statique sur un téléviseur. Je me levai, non pas brusquement, non pas théâtralement, comme je me levais au tribunal avant de lire une accusation. Lentement, centré, les 2 pieds bien ancrés. La pièce n'avait pas besoin que j'élève la voix. La pièce écoutait déjà. « Maman, dis-je. » Patricia me regarda. « Laissez-moi vous expliquer. » Je gardais ma voix dans la cadence qu'on m'avait apprise à l'OCS. Mesurée, une phrase par respiration. Sans emphase, sans théâtralité. La voix qui signifie que je sais exactement ce que je dis. Et qu'il n'y a aucune part d'improvisation. La fiducie familiale Holland est irrévocable. Elle fut établie par papa le 14 juin 2023 avec l'avocat George Whelan du cabinet Whelan et Fisadus, Minnesota. La fiducie fut dûment attestée et notariée par la parajuriste de M. Whelan et par Russell Pratt, qui fut le chef d'atelier de papa pendant 14 ans. Patricia ouvrit la bouche. « Je n'ai pas fini, maman. Écoutez. » Elle referma la bouche. La seule bénéficiaire de la fiducie est Maya Rose Andrews. Le fiduciaire est moi jusqu'à ce que Maya ait 25 ans. Les biens de la fiducie comprennent le chalet au bord du lac, numéro de parcelle 4 117-008-00006 du comté de Pine, d'environ 360 acres
sur le lac Big Pine, 80 000 dollars en obligations d'épargne du Trésor américain appartenant à l'origine à papa et le produit de la vente de ses outils et équipements d'atelier déposés sur un compte de fiducie à la Park State Bank. Je regardais la table. Le chalet au bord du lac fut transféré à la fiducie à la date du décès de papa, le 22 octobre 2023. À partir de cette date, vous ne possédiez plus le chalet. Vous n'aviez pas l'autorité légale de le louer. Vous n'aviez pas l'autorité légale de conserver les revenus locatifs. Patricia émit un petit son. Je continuai. La clause d'audit de la section 7 de la fiducie exige que le fiduciaire, c'est-à-dire moi, récupère tous les revenus générés par les biens de la fiducie, plus 7% d'intérêt par an. Selon mes calculs, vous avez perçu environ 96 000 dollars de revenus locatifs sur 80 semaines. Le montant de l'audit, avec intérêt, est d'environ 13 000 dollars. L'audit sera mené par Juan et Sun à partir du 7 janvier. Vous recevrez un avis certifié par courrier la semaine prochaine. Je laissai cela s'installer. La pièce était complètement immobile. Tante Lynn tenait sa serviette contre son visage. « Je ne demande pas l'argent en retour, maman. C'est la fiducie qui le demande. Je suis le messager. » Patricia se leva de nouveau. Elle n'était plus blanche maintenant. Elle était rouge. Ses mains tremblaient. Elle me désigna du doigt. Puis elle désigna Maya. Puis elle me désigna de nouveau. « Ars, vous saviez depuis le début. Vous m'avez laissé le louer. Vous avez regardé pendant des années. Vous m'avez regardé. Votre propre mère. J'ai regardé. Maman, vous m'avez laissé voler. Vous m'avez laissé voler un enfant. Non, maman. Je vous ai laissé choisir. Chaque mois, je vous ai laissé choisir. Chaque Noël, je vous ai laissé choisir. Qu'est-ce que cela est censé signifier? Vous avez eu 2 ans et demi pour être la femme de papa, pour être la personne qu'il pensait avoir épousée. Vous avez continué à choisir de ne pas l'être. Vous avez continué à choisir les locations du chalet au lieu de sa petite fille. Il n'aurait jamais... Il l'a fait, maman. Il me l'a dit sur le quai. Il m'a donné la clé du bureau de George Whelan. Il m'a donné la plaque en laiton pour la boîte. Il m'a laissé choisir quand l'utiliser. Patricia posa ses mains à plat sur la table. Elle s'appuya dessus. Sa poitrine montait et descendait. « Ou vous avez laissé votre propre mère ?» J'ai laissé ma mère être ma mère jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être pour ma fille. Alors je l'ai laissée être exactement ce qu'elle avait choisi d'être. C'est ignoble. C'est cruel. C'est le 7 janvier, maman. Ce sont des formalités administratives. C'est ce que papa m'a demandé de faire. Elle poussa le second son. Il était plus fort que le premier. C'était un véritable cri, profond dans sa gorge. Le genre qui naît du chagrin plutôt que de la colère. Elle couvrit son visage de ses 2 mains. Maya la regardait. Maya ne semblait pas effrayée. Maya regardait Patricia de la même manière que Gauthier avait autrefois regardé un cerf blessé qu'il avait dû abattre derrière son atelier à l'automne 2009, quand Maya était bébé et que j'étais en congé. Ce n'était pas de la satisfaction sur le visage de ma fille. Ce n'était même pas du pardon. C'était, je crois, le début de la compréhension. Je contournais la table pour aller vers Maya. Je m'agenouillais près de sa chaise. Je lissais sa tresse. La plaque militaire sous mon col bougea contre ma clavicule. « Je te vois, Maya. » Elle leva les yeux vers moi. Ses yeux étaient secs. Elle s'était préparée à cela. Nous l'avions répété. Grand-père m'a vue aussi. Oui, ma chérie, il t'a vue. Je me levai. Élie était déjà debout. Il retira le manteau de Maya du dossier de la chaise. Il l'aida à l'enfiler. Il boutonna le bouton du haut sous son menton. Il ramassa la boîte en cèdre. Il la tint sous son bras. Il ramassa la lettre de Gauthier sur la table. Il la plia une fois et la glissa dans la poche intérieure de sa veste de costume. Je me tournai vers la table. Patricia. Elle ne me regarda pas. Patricia. Le chalet sera vidé et les clés rendues à la famille Andrews d'ici le 1er juillet.
L'audit est le 7 janvier. Vous serez informé par courrier. Elle ne me regarda pas. Linda, n'appelle pas. Pour aucune raison. Ni pour Pâques, ni pour mon anniversaire, ni pour l'anniversaire de qui que ce soit. N'écris pas. Ne te présente pas. Tante Linda hocha la tête dans sa serviette. Heather. Heather leva les yeux. Ses yeux étaient humides. Quand Sophie sera plus grande, vraiment plus grande, pas l'année prochaine, quand elle choisira d'écrire à Maya, elle pourra le faire. D'ici là, tu n'écris pas non plus. Tu n'envoies pas de messages. Tu ne passes pas. Sophie pourra choisir par elle-même, en son temps. C'est entre Sophie et Maya. Heather hocha la tête une fois. Sophie pleurait doucement maintenant dans sa serviette. Jackson levait enfin les yeux de son iPad. David. David hocha la tête une fois. Il n'avait jamais été le problème. Il n'avait jamais été non plus la solution. Il connaissait la différence et ne la contestait pas. Je ramassai mon propre manteau. Je pris la petite main de Maya. Nous trois nous dirigeâmes vers le vestibule. La clochette en laiton sur la porte tinta quand Ellie l'ouvrit. L'air froid pénétra. Nous sortîmes dans la neige. Le SUV démarra lentement dans le froid. Ellie le laissa tourner au ralenti 1 minute. Il alluma le chauffage. Maya s'assit dans son siège rehausseur à l'arrière, la boîte en cèdre sur ses genoux, sa main à plat sur le couvercle. Elle ne dit rien pendant un moment. Ellie sortit de l'allée de Patricia. Les lumières de Noël sur la rampe du Porsche se reflétaient sur la neige. La maison rapetissait dans le rétroviseur. La clochette en laiton sur la porte tinta une fois quand le vent l'effleura très légèrement. Aucun de nous ne regarda en arrière. Nous quittâmes Stillwater en direction de l'autoroute 36. La neige était assez épaisse pour que les lampadaires aient des halos autour d'eux. Les essuie-glaces faisaient tic-tac. Après environ 10 minutes, Maya dit « Maman, grand-mère va-t-elle répondre ?»« Probablement pas, ma chérie. » D'accord. Elle resta silencieuse encore un moment. La chaleur l'atteignit enfin à l'arrière. Elle dézippa son manteau. Elle garda sa main sur la boîte en cèdre. Puis elle dit « J'aime le chalet. » Ellie d'une voix douce. « Bien, nous y allons l'été prochain. » Un autre moment de silence. Les essuie-glaces faisaient tic-tac. Le chauffage ronronnait. Puis Maya dit « Maman, je peux amener mon amie Tessa au chalet ?» Je ris. C'était la première fois que je riais en 3 semaines. Je ris plus fort que je ne m'y attendais. Je dus m'essuyer les yeux. « Oui, ma puce, dis-je. Tu peux amener qui tu veux. C'est ton chalet. » Elle y réfléchit. La neige soufflait contre le pare-brise. Le tableau de bord brillait en vert. « C'est notre chalet, dit-elle. Oui, ma chérie, c'est le nôtre. » Elle posa sa joue contre la boîte en cèdre. Elle ferma les yeux. Au moment où nous atteignîmes l'autoroute, elle dormait, sa main toujours à plat sur le couvercle. Ellie tendit la main et prit la mienne. Nous ne dîmes rien pendant le reste du trajet. Mars fut rude cette année-là, avec 2 tempêtes de neige à 1 semaine d'intervalle. L'audit fut réglé au milieu du mois. Patricia versa 13 200 $ à la fiducie. Le virement bancaire arriva un mardi à 11 heures du matin. George Whelan m'appela de son bureau à Dutt pour confirmer. Il semblait fatigué. Je le remerciai. Patricia n'assista pas au concert de printemps de Maya. Je ne l'avais pas invitée. Maya chanta la partie alto de I See the Moon et Ellie l'emmena ensuite au restaurant pour des pancakes. Je dus retourner à Fort McCoy pour 2 jours, mais je regardai la vidéo 3 fois dans l'avion. Heather m'envoya un court courriel en février. La ligne d'objet était vide. Le message tenait en une phrase. « Je suis désolée de ne pas l'avoir vu plus tôt. » Je ne répondis pas. Je le lus 2 fois et fermai l'onglet. Tante Linda n'appela pas. Elle n'écrivit pas. Elle se retira discrètement du groupe de discussion familiale et en commença un nouveau avec seulement elle et Patricia. J'en entendis parler par David, qui m'envoya un message en avril pour dire que lui et Heather allaient en thérapie. Il me remercia pour ce que j'avais fait à Noël. Je lui dis de remercier Maya. Sophie envoya une carte de Pâques faite main à Maya en avril. Du papier de construction rose, un dessin de 2 filles se tenant la main.
un mot à l'intérieur. Tu me manques. Maman dit que je peux t'écrire quand je veux. Avec tout mon amour, Sophie. Maya lui répondit. Elle me laissa la lire avant de la sceller. La lettre était courte et bienveillante. Elle la signa d'un petit cœur. La boîte en cèdre trône désormais sur notre cheminée.